Oh non, Baba, c'est bon, lâche-moi un peu la grappe. Il est collant, hein. Depuis que je fais plus de champignons, il fourre son nez partout. On le laisse un peu dehors, ça va le calmer. Pour ceux qui me découvrent ou qui n'ont pas vu les vidéos précédentes au sujet des champignons comestibles, je rappelle que je suis un débutant. Vous devez donc considérer mes propos avec une certaine distance. Il est possible que les méthodes que j'utilise actuellement ne soient pas les meilleures ou les plus efficaces et que j'en change d'ici quelques temps. Je partage mes expériences pour deux raisons. Pour aider les plus débutants que moi et pour progresser. Et oui, faire des vidéos sur YouTube, ça fait progresser. Maintenant que vous êtes avertis, je peux vous parler de mycélium. Comment produire des tonnes de mycélium pour récolter en masse des champignons comestibles. Comme beaucoup, j'ai cultivé mes premiers champignons, en l'occurrence des pleurotes, à partir d'un sac de mycélium sur grain acheté sur internet. Alors si vous débutez, je vous conseille de passer par là aussi. On parle de mycélium sur grain car le substrat est fait à partir de grains de céréales. Alors il semblerait que le mycélium, pour bon nombre de champignons comestibles, aime à se développer sur les céréales en général. Vous pouvez utiliser du blé, du seigle, du millet, du riz, de l'orge, du quinoa, et même les graines pour oiseaux que l'on trouve en jardinerie. En gros, le mycélium a besoin d'une source de sucre contenue dans l'amidon des céréales. Donc, première étape pour produire un max de mycélium, trouver un fournisseur de céréales bio. Pas question d'utiliser une céréale chargée en pesticides ou pire encore en fongicides. Pour ma part, je me suis rapproché d'un paysan et j'achète du blé bio autour de 50 centimes le kilo. La première fois que j'ai vu le grain, j'ai été un peu surpris car je le trouvais assez sale, avec pas mal de déchets de son et même quelques crottes de souris. Pour mes premiers essais, j'ai pris soin de tamiser, de laver le blé. Mais finalement, je ne suis pas sûr que cette opération soit nécessaire, car dans tous les cas, on finit par stériliser le grain pour éliminer toute source de contamination. Je pense qu'en animalerie, on peut trouver des sacs de 25 kg de céréales sûrement un peu plus propres, mais aussi certainement un peu plus chers. Pour moi, ça a du sens que de me fournir auprès de mon voisin paysan. Et je vais faire l'expérience de ne plus laver le blé pour voir s'il y a une incidence sur le mycélium. Affaire à suivre. Donc, après avoir trouvé la céréale bio, la plus adaptée à votre contexte, il faut la charger en eau. Idéalement, de ce que j'ai pu voir sur internet, il faudrait atteindre un taux d'humidité de 50%. Ce qui veut dire qu'il faut connaître le taux d'humidité de la céréale que vous utilisez. Donc, peser par exemple 100 g de céréales, les passer au four, disons 1 heure, et peser à nouveau et faire une petite règle de 3. Alors, vous vous doutez bien que j'ai pas fait ça. J'ai commencé par faire tremper 24 heures mon blé dans une grosse marmite pleine d'eau avec un peu de plâtre. Alors plus exactement du sulfate de calcium déhydraté. Ce plâtre éviterait que les grains ne collent trop entre eux. Ça reste à voir. En attendant, à la sortie de ce trempage, mes grains n'étaient clairement pas assez gorgés d'eau. Et en plus, mes premiers pots étaient mal stérilisés. Et j'ai beaucoup de contamination. Vous voyez la belle couleur verte? Bah ça, c'est pas bon signe. Du coup, j'ai tout jeté dans le tas de bois broyé en me disant que le mycélium y trouverait peut-être une place. Pour en revenir au taux d'humidité de mes céréales, j'ai donc ajouté une petite séance cuisson. En gros, je fais cuire mon blé à feu doux, environ 20 minutes, pour qu'il devienne bien dodu sans pour autant le faire éclater. Oui, il faut vraiment éviter de faire de la bouillie. Le mieux, c'est de contrôler la cuisson et de goûter le grain. Il doit être entier et se manger facilement. Avec cette méthode, je passe de 4 kg de grains secs à environ 6 kg de grains humides. Quand votre grain est à point, on va dire al dente, vous pouvez l'égoutter et le mettre à sécher en l'étalant sur une serviette par exemple. Il faut que l'eau autour du grain s'évapore pour chasser l'excès d'humidité. Alors on veut que l'humidité soit dans le grain et pas autour. Le séchage est assez rapide car le grain est chaud. Quand le grain est sec et qu'il ne colle plus aux mains, il est prêt à être mis en contenant pour la stérilisation. La question ici, c'est quel contenant? Alors sur internet, on voit beaucoup d'exemples à partir de pots de conserve modifiés pour s'adapter à la pratique. En bref, il faut percer le couvercle du pot et le reboucher avec soit un sparadrap microporeux, soit avec du polyfilm. Il faut permettre un échange gazeux tout en faisant une barrière aux contaminants. Pour rappel, la contamination est l'ennemi numéro 1 de la myciculture. Exit, bactéries, moisissures, verticillium, fongicole et autres mythes. J'ai moi aussi fait mes pots avec un filtre, mais aussi un port d'injection. Mais je crois que finalement, il y a plus simple, et surtout dans une approche de production de masse.
Faire du mycélium dans des pots à confiture, ça me paraît trop petit pour mon projet semi-professionnel. J'ai donc choisi d'utiliser des sacs plastiques. Et oui, les revoilà. Je crois que ça va être difficile de s'en passer. On verra plus tard quand j'aurai plus d'expérience. Pour le moment, les sacs plastiques stérilisables sont vraiment parfaits pour moi. Je peux mettre jusqu'à 3 kg de grains par sac et mettre 3 sacs dans ma cocotte, soit stériliser 9 kg à la fois. Si vous cherchez le genre de sac que j'utilise, je vous ai mis les liens dans la description. Les sacs sont déjà équipés d'un filtre respirant et ils sont prévus pour résister à la chaleur. Avec un sac de 3 kg, je vous rappelle que l'on peut larder ou ensemencer 30 kg de substrat humide de fructification. 3 kg, c'est un peu moins de la moitié de ce que je devrais produire par semaine pour mon objectif de 1 000 € par mois. Voir la vidéo précédente. Donc avec ma cocotte, je suis en mesure de produire plus de mycélium que nécessaire pour mon objectif. Ce qui veut dire que pour commencer, vous n'êtes pas obligé d'acheter une cocotte Presto comme on peut voir partout chez les youtubeurs anglais. Bien, parlons à présent de la stérilisation de nos céréales. Vous devez savoir que les céréales sont un milieu riche et propice au développement de notre mycélium, mais aussi de tout ce que l'on ne veut pas. Il est donc nécessaire d'éliminer tout ce qui va entrer en concurrence avec le mycélium, et ça passe par la stérilisation. Et la stérilisation, c'est déjà atteindre la température de 121 degrés. Alors malheureusement, les cocottes minutes dans nos tiroirs ne dépassent pas les 110 degrés. C'est aussi pour ça que j'ai acheté la cocotte Presto, pour atteindre les 121 degrés. Bref, avec une cocotte de chez nous, il se peut qu'il reste quelques endospores bactériennes dans votre grain. C'est pour cette raison aussi que l'on fait tremper le grain 12 à 24 heures dans l'eau. C'est pour faire germer les endospores. Car une fois qu'elles ont germé, elles sont plus sensibles à la chaleur et seront mieux éliminées, même avec une température de seulement 110 degrés. Alors maintenant, reste à déterminer le temps nécessaire pour stériliser à cœur les sacs de grains. Je n'ai pas encore de ratio à vous donner et je fonctionne de façon empirique. Je peux vous dire déjà que 2 sacs de 3 kg stérilisés à 15 PSI, soit 121 degrés durant 1 heure, c'est pas assez. Et 3 sacs de 3 kg stérilisés durant 2h30, ça semble suffisant pour du mycélium de pleurote. Mais pas assez pour du mycélium plus lent à coloniser comme le shiitake. Aujourd'hui, j'en suis à stériliser 3 sacs de 2 kg durant 2h30, donc avec des sacs un peu plus petits. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Enfin, c'est déjà une base. Il faut que vous fassiez votre propre expérience. Surtout que je n'ai pas de chiffres à vous donner avec une cocotte française. Maintenant, reste à déterminer combien d'eau il faut mettre dans la cocotte pour obtenir 2h30 de stérilisation. Surtout, soyez prudent avec ça, surtout au début. Je vous rappelle qu'une cocotte, c'est une bombe en puissance. Donc pour ma part, en mettant 3,5 litres d'eau dans ma cocotte, il reste environ 1 litre après 2h30. On pourrait dire que je consomme approximativement 1 litre à l'heure. Quand le temps est écoulé, vous pouvez éteindre le feu et laisser refroidir doucement. Moi, je laisse faire durant la nuit. Le lendemain, mes sacs sont prêts à être ensemencés avec le mycélium de départ que vous avez acheté. Pour faire simple, vous avez 2 méthodes pour ensemencer votre grain. Soit vous achetez du mycélium sur grain et vous transférez un peu de ce grain, c'est-à-dire 10% du poids de votre sac stérilisé, soit vous achetez du mycélium liquide et vous injectez un peu de la solution directement dans le grain. J'ai essayé les 2 méthodes. La première méthode de grain à grain de céréales est un peu plus sensible à la contamination, je trouve, car il faut ouvrir largement le sac pour y ajouter, dans mon cas, 300 g de mycélium. Cette manipulation m'a donné l'occasion de tester la boîte à gants. Oui, c'est une boîte qui doit vous permettre de limiter la contamination en faisant les manipulations à l'intérieur. Il faut trouver une boîte plastique transparente d'une bonne capacité, minimum 50 litres. Faire 2 trous de 100 mm pour y coller des gants. Moi, j'ai pas pris la peine de mettre les gants car j'ai senti que ça n'allait pas me convenir. En fait, c'est assez difficile de transférer du grain dans des sacs de 3 kg. On n'est pas du tout à l'aise et on manque d'espace. Je pense que ce genre de boîte est plutôt adapté à des manipulations de boîtes de pétri ou des boîtes de conserve. En tout cas, moi, je n'en suis pas satisfait. J'ai fini par terminer mes manipulations à l'air libre en prenant soin de bien me laver les mains, de pulvériser de l'alcool à 70 un peu partout et en refermant rapidement mes sacs. Il se trouve que je n'ai pas eu de contamination dans cette opération, mais je sens bien que c'est une étape sensible et la solution sera de fabriquer une hotte à flux laminaire. On verra ça plus tard car il faut bien compter 500 € de matos.
La seconde solution me semble être une piste intéressante pour reporter la fabrication de la hotte. C'est le mycélium liquide. Pourquoi? Parce que c'est facile d'injecter avec une aiguille le mycélium dans le sac sans avoir à l'ouvrir. Ça fait juste un petit trou que l'on rebouche avec du sparadrap. Je me suis donc essayé à faire mes propres solutions liquides. C'est pour ça que j'ai mis un port d'injection dans mes couvercles. Ce port permet le passage de l'aiguille et se referme sans laisser de trou. Pour en revenir à la solution liquide, c'est de l'eau sucrée. Il y a des recettes différentes sur internet, mais je vois souvent revenir le dextrose qui est issu du maïs et le malt d'orge. Alors, il y en a qui font ça dans du miel et il y en a qui font ça aussi dans du sirop Tesser. Il y en a pour tous les goûts. Ma première recette, donc, c'est une solution à 4%, avec 3 g de dextrose et 1 g de malt pour 100 ml. Voilà le résultat. C'est trouble et plein de grumeaux. Pourtant, malgré des pots contaminés, j'ai des pots dans lesquels le mycélium se développe bien. Le petit problème que je n'avais pas mesuré, c'est comment aspirer cette solution avec une aiguille de 1,2 mm. C'est a priori la plus grosse disponible. Et là, c'est la galère. Les particules grossières de malt viennent boucher l'aiguille en aspiration et en refoulement. Ça ne va pas du tout. En réalité, j'ai pas pris en compte un détail. Il existe différents malts. Le premier que j'ai commandé est un malt grossier et il faut du fin. Entre-temps, j'ai fait un essai avec simplement du dextrose. Et j'ai une solution bien plus limpide dans laquelle on voit bien le mycélium se développer. À ce stade, je ne sais pas encore quel est le rôle du malt. Et j'ai donc refait une tournée de pots avec cette fois-ci du malt clair. Alors je dois encore progresser dans la préparation de mes solutions liquides. Mais c'est déjà, je trouve, assez concluant. Voilà un exemple sur le pleurote de l'orme. J'ai le même jour lardé un sac de 3 kg de grains avec du grain acheté à la mycosphère. Et un autre sac dans lequel j'ai injecté 2 ml de solution liquide. Au début, j'ai cru que c'était un fiasco, car la colonisation progressait rapidement dans le sac lardé au grain, alors qu'il ne se passait rien dans le sac inoculé à la culture liquide. C'est seulement après plus d'une semaine que j'ai vu le rond blanc apparaître. Et après, la croissance a été vraiment impressionnante. Le sac a fini par être colonisé avant le sac inoculé au grain. Je pense que les solutions liquides peuvent accélérer le processus de colonisation, mais je suis encore trop ignorant sur le sujet. J'ai fait d'autres essais avec d'autres espèces de champignons, mais avec moins de succès. C'est ce qui m'a permis de comprendre que mes premiers sacs de grains n'étaient pas stérilisés assez longtemps. Une petite astuce qui vient de Andreas, mon prof champi. Pour savoir si vos sacs sont bien stériles, faites un sac de test dans lequel vous ne mettez rien et laissez-le dans votre chambre d'incubation 15 jours. S'il ne bouge pas, c'est qu'il est bien stérilisé. Dans le cas contraire, vous devriez voir du monde apparaître. Bien, maintenant, vous en savez un peu plus sur la production du mycélium. À présent, vous devez faire correspondre votre besoin de mycélium avec vos objectifs de production. Dans votre planning, il faut planifier de façon hebdomadaire la fabrication de ce mycélium. Pour ma part, j'en suis rendu à ce stade à préparer 3 sacs de 2 kg. J'ai réduit la quantité de céréales dans mes petits sacs pour obtenir une meilleure stérilisation. À cela, je pense bien à mélanger soigneusement le sac après inoculation, ce qui semble me donner des résultats plus satisfaisants. Regardez ce sac, il a moins d'une semaine. Pour tous ceux qui envisagent de mettre le nez dans les champis et qui débutent, commencez avec 1 ou 2 variétés de pleurotes et faites bien attention aux conditions de culture données par le fournisseur. N'essayez pas de cultiver des pleurotes roses en hiver dans une cave froide. Moi, j'ai voulu aller vite, comme d'habitude. J'ai commandé des pleurotes, des shiitakes, des strophères, des hydnes et hérissons. Et regardez où j'en suis. Voilà mon mycélium de shiitake. Voilà celui de strophère. Et voilà ma culture liquide d'hydnes et hérissons. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire plus. À présent, il reste à utiliser tout ce mycélium. Si ça vous intéresse, ça peut être l'objet de la prochaine vidéo. On pourrait essayer plusieurs substrats de fructification. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vais aller voir un peu Baba et je crois qu'il n'est pas content. Et je ne suis pas un monstre non plus.